On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Niagale Bagayoko, directrice de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale. Bonjour. Et Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Ce sont des centaines, peut-être des milliers. Combien de manifestants sont morts ces derniers jours en Iran ? Impossible à dire de manière certaine. Le pays vit sous blackout depuis qu'Internet a été coupé à la veille du week-end. Les seules estimations sont données par des ONG. Elles font état d'au moins 1 millier de victimes et plus de 10 000 arrestations. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas vu cela depuis la mort de Mahsa Amini et peut-être même depuis la révolution de 79. À tel point qu'après avoir fait tirer parfois l'arme lourde sur les protestataires, le régime a cru bon ce lundi de faire défiler ses partisans en masse. Une démonstration de force que nous résumons en images Noémie Roche. Dans la capitale, des dizaines de milliers d'Iraniens ont répondu à l'appel du régime. Portrait du guide suprême à la main, ils défilent en soutien à la République islamique. Que mon corps soit sacrifié pour la patrie, brandit cette manifestante sur sa pancarte. Des images largement diffusées à la télévision d'État, contrairement aux manifestations anti-gouvernement violemment réprimées, alors que le régime a coupé Internet depuis jeudi dernier. Ouvertement défiées, les autorités tentent de reprendre la main et veulent montrer qu'elles maîtrisent la situation. À l'heure actuelle, nos forces de sécurité contrôlent totalement toutes les villes du pays. Nous bénéficions également d'une supériorité totale en matière de renseignement. Alors que le président américain menace d'intervenir militairement si la répression se poursuit, le chef de la diplomatie iranienne s'est dit prêt à la guerre, mais aussi à la négociation. Les négociations doivent être sérieuses et équitables et non consister à donner des ordres et à dicter des conditions, comme c'est l'habitude de certains pays. Le gouvernement a aussi décrété 3 jours de deuil national pour ceux qu'il appelle les martyrs de la résistance, en référence notamment aux membres des forces de l'ordre tués dans le mouvement de révolte. Un mouvement initialement lié au coût de la vie et qui survient dans un pays affaibli, notamment par la guerre de 12 jours avec Israël en juin dernier, ou encore par les sanctions en raison de son programme nucléaire, et rétabli en septembre par l'ONU. Et Niagale Bagayoko, ces manifestations en soutien au gouvernement, d'après vous, elles montrent quoi ? Qu'il existe encore un certain nombre de partisans du pouvoir ou bien que l'heure est grave au point de montrer ses muscles comme le font aujourd'hui les soutiens à Khamenei ? Ce qui est très compliqué, c'est de savoir à qui va le soutien populaire dont on entend parler. Le régime iranien n'est pas uniquement incarné par le guide suprême dont on parle très souvent. C'est simplement la partie religieuse, en réalité, la partie spirituelle de ce régime. Mais il y a aussi une partie politique avec le président, Pezeshkian, qui est considéré comme beaucoup plus libéral que son prédécesseur, décédé, on le rappelle, dans des conditions troubles. Oui. Donc le président en hélicoptère, accident d'hélicoptère. Dans un accident d'hélicoptère relativement suspect. Oui. Et il y a aussi le rôle de toute la sphère sécuritaire qui elle-même est bicéphale, c'est-à-dire à la fois composée de l'armée régulière, mais aussi des pasdaran, donc des gardiens de la révolution, qui eux sont eux-mêmes divisés en milices, en forces spéciales. Donc quel est ce régime en réalité contre lequel protestent les manifestants? Il n'y a pas une unité entre ces différentes branches qui peuvent être concurrentes les unes envers les autres. Il y a en leur sein certaines qui sont plus libérales que d'autres. Donc la question est de savoir qui véritablement les partisans veulent soutenir aujourd'hui. Et le pouvoir, lui, ne cherche même pas à dissimuler qu'une centaine de membres des forces de sécurité seraient morts, de même qu'il ait circulé des images effroyables de la morgue au sud de Téhéran, débordée de cadavres, pour dissuader les manifestants, Bruno Darou. Oui, ce sont des tentatives du pouvoir pour montrer que, les manifestants sont extrêmement violents, puisqu'ils s'en prennent à des membres des forces de sécurité et qu'il y a des morts, et puis pour montrer aussi qu'ils restent aux manettes, qu'ils restent en contrôle. C'est ce qu'ils ont essayé de faire aujourd'hui avec ces manifestations. Ils annoncent également ces dernières heures, les autorités annoncent qu'elles vont rétablir
dans les prochains jours Internet et font passer le message on entendait d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères dire que voilà, désormais, tout était à nouveau sous contrôle. Et par ailleurs, on a des sons de cloche totalement différents de la part d'organisations humanitaires en Iran qui font état peut-être de véritables massacres de jeunes de la part des forces de sécurité, des bilans qui montent jusqu'à, vous l'avez évoqué, jusqu'à 6000 morts, ce qui serait littéralement un pur scandale. Donc c'est très difficile de juger de l'ampleur. Ce qui paraît quand même à peu près certain, c'est que d'abord c'est un régime qui est théocratique, il faut quand même le rappeler, même s'il y a différentes branches. En principe quand même, celui qui a le dernier mot, c'est l'ayatollah Khamenei, en principe, et que depuis 47 ans, c'est quand même un régime qui a dû affronter à plusieurs fois des vagues violentes de manifestations, avant 2009, et puis il y a eu 2009, 2019, 2022, et celle-là, et selon les analystes quand même, apparemment, ce qui change un peu là, c'est que ces révoltes font un peu la synthèse de toutes les révoltes précédentes. Il y a à la fois des révoltes pour demander l'égalité homme-femme, de la révolte économique, de la révolte sur les libertés, de la révolte des jeunes, des étudiants qui sont très impliqués. Mais évidemment, la difficulté, c'est face à un régime, alors on dira autoritaire, certains disent totalitaire, comme ça, où il y a malgré tout des institutions et des apparences de vote qui sont quand même organisées régulièrement. Là aussi, c'est ça qui est compliqué, désigner comme ça l'Iran comme étant une dictature, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, en tout cas, c'est très très loin d'être un régime démocratique, ça c'est sûr. Et face à un régime comme ça, avec un appareil sécuritaire quand même extrêmement important, parce que les gardiens de la Révolution, qui au passage détiennent également, on estime à peu près 40% de la richesse économique du pays, donc ils sont très 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 intéressés à ce que le régime se maintienne au pouvoir. On estime qu'ils sont entre 120 et 150 000. C'est une armée parallèle avec des branches internes, des branches extérieures, effectivement, on en parle souvent. La Brigade Al-Quds. Voilà, la Brigade Al-Quds notamment. Et sans oublier les fameuses milices, les Bassidji, qui eux sont les hommes de main de ce régime et qui font le sale boulot qu'on voit sur certaines images, sur des scooters, qui ont tué, voilà, sur des scooters avec des bateaux, et parfois donc... C'est un peu les voltigeurs du régime. Voilà. Quoi. Et alors, il faut bien comprendre que ces Bassidji, en fait, ils sont répartis partout, dans tous les quartiers. Et donc, c'est un organe de surveillance. Ils connaissent les gens, les rues, les maisons. Et c'est eux qui exercent, on le voit sur l'image là, d'ailleurs, on les voit, c'est eux qui exercent sans doute la réalité concrète et quotidienne de la répression. Et alors, eux, si le régime tombe, ils sont beaucoup moins favorisés que les Pasdaran, mais si le régime tombe, eux, ils savent qu'ils seront tués dans les jours qui suivent. Ils ont beaucoup à perdre. Donc, voilà la situation qui est très compliquée. Et juste pour terminer, un régime comme ça, effectivement, il y a plusieurs facettes, ce qu'on n'arrive pas à savoir, parce que c'est pas la première fois dans l'histoire que ça arrive, des régimes totalitaires ou autoritaires comme ça, il faut qu'il y ait un des pôles du régime, soit qui fait défection ou qui se réfugie, comme en 79 en Iran, l'armée, dans la neutralité, en disant moi je suis neutre, et à ce moment-là, boum, ça tombe comme un château de cartes. Bon, pour le moment, on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. Alors les images que l'on voit effectivement de ces Bassidis sont dans les très grandes villes comme Téhéran, une répression qui va jusqu'à user de moyens militaires contre la population. C'est ce qu'explique le chercheur David Rigouleros. Il parle notamment des pays kurdes et baloutches, où là, manifestement, les gardiens de la Révolution ont directement engagé le tir à balles réelles et même des tirs à l'arme lourde. Un point de non-retour est en train d'être franchi, d'après vous, Ania Galé-Bagalko, dans le divorce entre ce régime et sa population. C'est ce dont font état les organisations de défense des droits de l'homme, dont les rapports apparaissent assez crédibles. Donc effectivement, la répression semble être particulièrement sanglante cette fois-ci, mais ce qui paraît différent par rapport aux autres épisodes qui viennent d'être rappelés, c'est le fait qu'ils sont extrêmement présents également dans toutes les parties du pays. Ce n'est pas uniquement dans la capitale qu'on voit se produire des manifestations, et dans toutes les couches de la société. Notamment, la révolte est partie des commerçants, ceux du bazar, par qui tout a commencé. Et notamment avec cette dévaluation du rial de près de la moitié de sa valeur. Donc, c'est un mouvement
gouvernement qui est tellement massif dans les revendications qu'il paraît quand même difficile de réprimer de manière totale ceux qui protestent aujourd'hui. D'ailleurs, la première réaction du régime a plutôt été de négocier initialement. On l'oublie quelques jours plus tard, mais il y a eu des efforts faits qui paraissent symboliques. Le virage date du milieu de la semaine dernière. Ça fait seulement une semaine qu'il y a eu ce tournant sanguinaire, effectivement. Face à la répression, Donald Trump manie, lui, la carotte et le bâton. Il menace depuis plusieurs jours Téhéran de frappe américaine. Sonia Dridi est avec nous en direct de Washington. Sonia, une réunion est prévue côté américain pour envisager les différentes options militaires. Oui, alors on sent quand même que Donald Trump hésite parce qu'en effet, depuis plusieurs jours, il dit que si le régime se met à tirer sur les manifestants, ce qu'il a déjà fait, eh bien, les États-Unis pourraient intervenir. Et en même temps, hier, depuis son avion Air Force One, il a déclaré à des journalistes que le régime iranien avait contacté l'administration américaine et qu'il voulait négocier, que peut-être qu'il l'interviendrait avant, mais peut-être pas. Et c'est à peu près ce que vient de déclarer il y a peu de temps sa porte-parole de la Maison-Blanche sur la chaîne Fox News, Caroline Leavitt, qui a dit que les messages publics du régime iranien étaient très différents des messages qu'ils envoyaient en privé à l'administration Trump, que Donald Trump voulait explorer la piste de ces messages et que, eh bien, pour Donald Trump, la priorité, la première option était toujours la diplomatie. Donc on sent que cette administration est éventuellement prête à négocier, même si avec Donald Trump, il faut s'attendre à tout. On sait désormais via des médias américains que le ministre iranien des Affaires étrangères a contacté ce week-end Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump. Et puis la porte-parole de la Maison-Blanche a donc déclaré il y a peu de temps que toutes les options toutefois restaient sur la table, notamment l'option militaire. Oui, il est question d'une réunion à Oman qui fait parfois mission de bons offices dans la région entre Steve Witkoff, Jacob Elberg qui est sous-secrétaire au commerce et des représentants iraniens. On reviendra vers vous dans un instant, Sonia Dridi. Des propos qui ne semblent pas en tout cas influencer pour l'heure outre mesure le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, qui a comparé ce lundi Donald Trump au tyran de ce monde en affirmant qu'il sera lui renversé. Donald Trump, donc, c'est ce que promettent désormais les Iraniens. Oui. Bruno Darroux, on a du mal à comprendre si on est à la veille de négociations directes entre Téhéran et Washington. Donald Trump assure que le pouvoir iranien lui fait part de cette volonté de négocier, ce qui n'est évidemment pas la tonalité du guide suprême il y a encore quelques instants, ou bien d'une offensive américaine en préparation. Alors, bon, après, à un moment, il faut se lancer, comme on dit, une offensive américaine en préparation, ça paraît peu probable quand même, parce qu'il faut se rappeler qu'éventuellement, ça a été le cas au mois de juin, dans ce qu'on a appelé la guerre des 12 jours, les Américains peuvent intervenir ponctuellement, mais en faisant beaucoup de dégâts, avec des tirs ciblés. Au mois de juin, c'était surtout sur des installations énergétiques nucléaires. Là, ce pourrait être sur des installations politiques et donc ça pourrait toucher directement certains dirigeants iraniens. Mais une intervention militaire au sens classique, il faut quand même jamais oublier, c'est compliqué un peu avec Donald Trump parce qu'il n'est ni interventionniste, ni non plus néoconservateur. Il veut pas de régime change, par exemple. Il n'est pas du tout comme George Bush à l'époque. La démocratie, c'est le cadet de ses soucis. On vient de le voir avec le Venezuela. Mais bon, à un moment donné, lui, c'est de la négociation. Toi, tu es en mauvaise position. Moi, comme disait Theodore Roosevelt, je te parle doucement, mais j'ai le gros bâton dans les mains. Et donc, c'est ce qu'il fait, là. Il dit, bon, s'ils veulent parler, moi, je veux bien parler. Mais s'ils continuent à faire ce qu'ils font... on va leur tomber dessus. De toute façon, il est en position de force. Après, l'autre question, c'est en face. Est-ce que c'est parce que le régime est aux abois qu'il se dit qu'il faut absolument essayer de négocier avec Trump, puisqu'il est comme ça, puisque c'est pas de la diplomatie classique, on va essayer de s'en sortir comme ça, et quand même faire ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire essayer de gagner du temps en promettant des choses, et puis bon, on verra dans quelques semaines ou quelques mois. On sait que Donald Trump a en tête, encore une fois, le nucléaire, et qu'il exigerait des Iraniens un enrichissement d'uranium à 0%, alors que dans le cadre de l'accord de Paris, on se souvient, c'était à 3,5%, et ce seuil qui a été franchi depuis par les Iraniens. Voilà, c'est un peu là où on en est, avec effectivement ce qu'on a vu de l'ayatollah Khamenei, là, ce poste-là, mais aussi il y a quelques jours, ce week-end, je crois, je crois que c'était le chef de la diplomatie iranienne qui avait reconnu, qui cherchait à entrer en contact avec les Américains. Là aussi, c'est compliqué à lire.
Je vous donne la parole dans un instant, mais Nadri est toujours avec nous pour 2 minutes depuis Washington. Sonia, un nom revient et on sait qu'il a sans doute les faveurs des États-Unis, mais jusqu'à quel point? C'est celui de Reza Pahlavi, le fils du Shah déchu lors de la révolution de 79. Ce pourrait être une alternative pour Washington, ou on n'en est pas encore là du côté américain? Alors je pense qu'on n'en est pas encore là, mais en effet, on l'entend beaucoup ces derniers jours dans les médias américains, le prince héritier Reza Pahlavi, qui d'ailleurs habite dans la banlieue chic de Washington, donc il n'est pas loin de la Maison-Blanche, et il a notamment interpellé directement Donald Trump sur la chaîne Fox News ce week-end en lui disant qu'il y avait des rues à son nom en Iran, que lui seul était capable d'intervenir et de faire chuter le régime iranien. Mais il y a quelques jours, lorsqu'un journaliste a demandé à Donald Trump s'il pensait que s'il était intéressé à rencontrer le prince héritier Pahlavi, eh bien Donald Trump a répondu qu'il avait l'air très sympathique, mais qu'il ne pensait pas que ce serait approprié et qu'il préférait voir ce qui allait se passer, voir quel leader émerge. Donc on imagine en cas de chute du régime, pour laisser finalement les choses se faire. Donc pour l'instant, on sent que du côté de l'administration américaine, en tout cas, ce n'est pas forcément l'interlocuteur privilégié. Merci Sonia Dridi à Washington. On va voir justement qui est ce personnage Reza Pahlavi qu'on entend de plus en plus, à la fois son nom scandé par les manifestants et lui-même qui les interpelle, leur demandant depuis son exil aux États-Unis de descendre en masse dans les rues. Dans les rues de Téhéran, ce drapeau orné du lion solaire, l'emblème du pays avant le régime des mollahs. Ou encore ce slogan « C'est la dernière bataille, Pahlavi va revenir ». Reza Pahlavi, c'est l'homme sur ce portrait qui appelle les Iraniens à sortir dans la rue depuis plusieurs jours. Il faut se préparer à prendre les centres-villes et à les contrôler. Reza Pahlavi est le fils du dernier Shah d'Iran, renversé en 1979 par la révolution islamique. À 65 ans, il représente aujourd'hui un espoir pour une partie des Iraniens. Mais peut-il réellement incarner une alternative au régime des mollahs? Reza Pahlavi avait tout juste 18 ans lorsque son père Mohammad Reza Shah est renversé. Lorsque celui-ci meurt un an plus tard, Reza Pahlavi est déclaré souverain à son tour, un titre qui n'est pas reconnu par le régime iranien en place. Depuis, Reza Pahlavi vit en exil aux États-Unis. Il y suit des études de sciences politiques et épouse une avocate américano-iranienne avec laquelle il a 3 filles. Proche du monde occidental, il dialogue notamment avec Donald Trump, dont l'armée a pourtant bombardé le pays en juin dernier. Sur X, il enjoint le président des États-Unis à intervenir face à la situation dans le pays. Monsieur le Président, ceci est un appel urgent et immédiat réclamant votre attention, votre soutien et votre action. En 2023, Reza Pahlavi se rend même en Israël, ennemi juré de Téhéran, et y rencontre Benyamin Netanyahou. Une attitude qui contribue à faire de lui un personnage controversé en Iran. Mais Reza Pahlavi pâtit aussi du souvenir de la police politique et de la dictature qu'exerçait son père. Aujourd'hui, Reza Pahlavi a indiqué son souhait de rentrer en Iran bientôt, lorsque la révolution iranienne, dit-il, aura triomphé. Niagale Bagayoko, Reza Pahlavi demain à la tête de l'Iran, est-ce un mirage occidental ? Oui, sans doute, parce que, en effet, comme cela vient d'être rappelé, le régime du Shah d'Iran a laissé un souvenir assez douloureux, mais aussi parce que il est très assimilé à ses soutiens extérieurs. On parle bien sûr des États-Unis, mais il y a aussi Israël. Il ne faut pas oublier que la diplomatie du Shah était totalement à l'opposé de celle qu'a commencé à mener le régime iranien après la révolution et n'était absolument pas anti-israélien. Ça, c'est extrêmement important de le dire. Et à mon avis, en ce qui concerne les alternatives dont fait partie Reza Pahlavi, il y a la question de la façon dont des services de renseignement extérieur, y compris américains, cherchent aussi à influencer l'opinion publique intérieure. Donc, à mon avis, il n'y a pas aujourd'hui véritablement d'alternative qui existe, mais tout dépendra de la façon aussi dont un certain nombre d'ennemis du régime iranien actuellement
parviendront à favoriser l'émergence d'alternatives. Mais la prudence des États-Unis s'explique sans doute par la difficulté à identifier ces nouvelles figures aujourd'hui. À l'image de Maria Corina Machado au Venezuela, proximité politique ne veut pas forcément dire demain la garantie d'être le candidat de Donald Trump pour l'Iran. Oui, Donald Trump, effectivement, il reste à la fois prudent et pragmatique. Sonia Dridi le disait. Ouais, c'est un chic type, mais bon, pour le moment, c'est pas approprié de le rencontrer. Donc ça veut dire... Et il dit, voilà, on va voir en gros qui émerge de ce mouvement. Alors, le problème, parce qu'il y a quand même une réalité, il a quand même l'histoire qu'il a avec le mauvais côté, en quelque sorte, parce que c'est le fils d'un dictateur qui a été renversé en 1979 par une vraie révolution. Il faut quand même le rappeler, qu'il a réunissé toutes les oppositions. C'est ça, pour le moment, qui n'arrive pas à faire les opposants au régime actuel. Donc, et il y a aussi le bon côté, c'est-à-dire qu'il a quand même cette forme de légitimité, il représente quelque chose, même s'il y a 2 ans, j'ai revu cet après-midi une interview qu'il avait accordée il y a 2 ans à une chaîne américaine, où il disait, donc c'était au moment du mouvement des femmes avec Marsa Amini, où il disait, écoutez, ça fait 40 ans que je vis aux États-Unis, je me sens plus américain qu'iranien, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé effectivement là pour qu'il y ait un retour sur le devant de la scène de Reza Pahlavi? Sans doute peut-être effectivement des actions de certains services de renseignement, et puis la nature ayant horreur du vide, malheureusement, on parle des autres alternatives, mais quel nom, comme disait l'autre, quelle troupe, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, certains analystes, et même tout à l'heure sur une chaîne concurrente et néanmoins amie, mais j'entendais un humoriste franco-iranien qui disait en fait, les Iraniens, ils sont tellement excédés, ils en ont tellement ras-le-bol, que vous leur mettez presque un raton laveur à la place du régime, ils prennent le raton laveur. Mais ça ne veut pas dire forcément que lors d'un scrutin libre, Reza Pahlavi aurait la majorité des votes. C'est ça qui est compliqué. Mais disons qu'il joue sa carte. Après, les Américains, il faut aussi se souvenir de l'Irak. Ils avaient ramené dans leur valise Ahmed Chalabi, ça a été un désastre. L'Afghanistan, Hamid Karzai, ça n'a pas été tellement mieux. Donc, il faut toujours se méfier. Et puis, il a cette étiquette, juste pour terminer, effectivement, de proche des Israéliens, proche, dit-on, de certains mouvements d'extrême droite américaine, et il reviendrait un peu dans la valise des Occidentaux. Et les Iraniens, ça aussi qui est un peu complexe, même si une bonne partie d'entre eux détestent à bord le régime des mollahs, sont quand même aussi très nationalistes et n'apprécieraient pas de voir quelqu'un qui est imposé comme ça de l'extérieur. Et juste pour compléter, dans la question des alternatives, il ne faut pas oublier qu'il y a ce facteur religieux. Le guide suprême, il incarne aussi une autorité dans le monde chiite, qui va au-delà du seul territoire iranien. Donc toucher à sa personne, ce n'est pas uniquement toucher aux dirigeants d'un pays, c'est aussi toucher à une autorité qui est reconnue dans un espace régional qui va bien au-delà de l'Iran lui seul. Et d'ailleurs, Reza Pahlavi, il a présenté une esquisse de programme de ce qu'il ferait, se présente un peu, non pas comme, pas du tout pour établir la monarchie, mais comme aidant à la transition, en quelque sorte, dans l'hypothèse où le régime tomberait. Alors, il y a à la fois, évidemment, le respect des libertés fondamentales, la liberté des femmes, mais il dit aussi certains éléments concernant la République islamique pourraient être conservés. Voilà, parce qu'il sent, en fait, qu'il y a une rupture comme ça n'est pas vraiment possible. Emmanuel Macron, lui, a condamné la violence d'État qui frappe aveuglément, ce sont ces termes, les manifestants. Dans ce moment de vérité, Niagale Bagayoko, les Européens sont-ils à la hauteur? Eux dont les ambassadeurs, ceux du Royaume-Uni, de France, d'Italie et d'Allemagne, ont été convoqués aujourd'hui à Téhéran. Ils sont spectateurs parce qu'ils n'ont malheureusement pas beaucoup d'autres options qui s'offrent à eux. Depuis, en réalité, la remise en cause par Donald Trump en 2018 de ce fameux accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, les Européens ne parviennent pas à se remettre au centre du jeu dans tout ce qui touche à la réalité en Iran. Donc oui, il y a des déclarations de la part des différentes diplomaties, mais on voit mal comment elles pourraient peser de manière significative sur ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Alors le personnel diplomatique non essentiel français, apprend-on, a quitté l'Iran. C'est peut-être ça finalement la seule arme dont nous disposons. Les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques aujourd'hui avec l'Iran. Nous, à la faveur de ce JCPOA dont nous ne sommes pas sortis, il y a ces ambassadeurs, faut-il les rappeler, Bruno Darroux? Ah, écoutez, ça, c'est pas à moi de le dire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont été convoqués.
si on comprend bien, le ministère iranien des Affaires étrangères leur a dit qu'ils devaient, dans leur pays, interdire les images truquées, selon eux, qui montrent des violences causées aux manifestants par les forces de sécurité, qu'ils devraient mettre en avant les images des manifestants en faveur du régime. Mais tout ce qu'on fait, on montre toutes les images. Mais enfin bon, c'est tout cela et de la posture. Hein. Le régime iranien veut montrer qu'il fait quelque chose. Et bon, ça tombe bien, il n'y a pas de représentation diplomatique américaine, mais c'est plus facile de s'en prendre aux Européens, ce qui, en creux, souligne la forme d'impuissance quand même des Européens. C'est une cible facile pour le gouvernement iranien pour dire, voyez, on fait quelque chose vis-à-vis des Occidentaux, mais ils font rien contre les Américains. C'est les Européens qui sont dans la ligne de mire. Bon, je pense que ça n'ira pas plus loin. Alors après, est-ce qu'à un moment ou à un autre, les pays européens décideront de rapatrier les ambassadeurs? À mon avis, c'est selon si on a de nouvelles informations sur l'ampleur de la répression. Ça pourrait jouer. Après, il y a une mesure assez symbolique, mais enfin, c'est très bien qu'elle a été prise par la présidente du Parlement européen aujourd'hui, qui interdit l'accès aux différentes représentations européennes à tous les responsables iraniens en poste à Bruxelles. Bon. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter, Nigali ? Juste ajouter qu'il y a des acteurs dont on a peu parlé, ce sont les autres pays arabes. Hein. Oui. L'Iran a de nouvelles relations avec un certain nombre d'entre eux, notamment avec l'Arabie saoudite, à la faveur du rapprochement qui a été négocié sous l'aune de la Chine. Oui. Donc, il y a aussi un jeu régional qui va peser sur les évolutions que l'on va constater au cours des prochains jours et mois. Et puis, pour terminer, pour élargir un peu, la Chine et la Russie, pour le moment, font assez... il y a eu des commentaires de la Russie aujourd'hui, mais enfin, assez peu de commentaires pour l'instant, quand même. Merci Diagalé Bagayoko, Bruno Darou. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel continue dans un instant. Nous reviendrons évidemment sur la situation en Iran. Nous intéresserons au cas des gardiens de la révolution. Sont-ils l'une des solutions peut-être à une sortie de crise demain? Restez avec nous.